Nigeria à Tangana. Le Niger, donc, frappé par une attaque terroriste. On sait certainement que cette région où il y a eu ces attentats, c'est une zone qui est en proie depuis plusieurs années à des agressions de la fraction de l'État islamique du Sahara, qui est non appelé État islamique Grand Sahel, pardon. Comment est-ce que vous analysez ce côté? Est-ce que vous pensez effectivement que sur le plan sécuritaire, des véritables mesures n'ont pas encore été engagées du côté du Niger, ou bien c'est une attaque surprise, comme bien sûr les terroristes ont l'habitude de pouvoir le faire. Permettez-nous un peu de comprendre la situation à ce niveau avec des analyses géopolitiques. D'abord, pour rester sur la question, c'est-à-dire sur la question, vous avez demandé si les mesures sécuritaires ont été ou pas engagées. Il faut bien savoir, il faut bien comprendre qu'on n'a pas affaire à des armées conventionnelles. Comme vous n'avez pas d'armée conventionnelle, ils n'ont pas, ces armées, je ne sais pas si on peut les appeler armées ou pas, n'ont pas un mode opératoire prévisible. Ce n'est pas pour rien qu'une armée porte des tenues. Pourquoi les armées portent des tenues? Beaucoup de gens ne savent pas. Les armées portent des tenues pour pouvoir faire la différence entre le civil et l'armée. Parce qu'en matière de guerre, on ne tire pas sur des civils, des armées. C'est la première chose. En temps de guerre, le militaire est identifiable par l'autre militaire. Mais dans le cas du terrorisme, ils ne portent pas d'uniforme. Ils ne sont donc pas identifiables visuellement. Et leur mode opératoire est se mêler à la foule. Et ils sont donc l'air de monsieur tout le monde. Pour savoir que c'est un terroriste, ben, il faut regarder, il faut observer. Peut-être il cache une arme, peut-être il cache un explosif, et ça, c'est par la porte de tout le monde et son comportement dans la société. Ça veut donc dire que les mesures sécuritaires par rapport à ça ne sont pas aisées. La technique la plus souvent utilisée, c'est celle que Adama Inassi vient de dire, c'est-à-dire qu'on implique les populations et chaque personne de la population devient un agent de renseignement. C'est comme ça qu'on essaie d'approcher ce genre de phénomène. La difficulté, c'est que les terroristes sont parfois de familles dans les populations. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, son père et sa mère sont dans la population. Et l'enfant est terroriste. On est là. Donc, c'est la difficulté. Et nous, au Cameroun, on en sait quelque chose. Nous avons vu ça au nord du Cameroun quand il y a eu Boko Haram. Vous vous souvenez quand le président de l'Assemblée du Cameroun a dit qu'il y a nos enfants parmi les terroristes. Ça, c'est la première chose. Il est donc très, très difficile de mettre en œuvre une sécurité. Et dès lors, il est très, très difficile de pointer le doigt à une sécurité en disant que la sécurité a failli. Très, très difficile. Il faut impliquer les populations. Il faut que les terroristes comprennent. Donc, ils attaquent donc par surprise. Ce n'est pas une armée conventionnelle. Ce ne sont pas des attaques prévisibles. La seule chose qu'on peut faire, c'est comme on fait là. Et croyez-moi, les militaires de l'AS prennent des dispositions, c'est comme au Cameroun. La deuxième chose, c'est que très très souvent, euh, comment ils naissent, les terroristes? Très très souvent, c'est l'impérialiste qui arrive et qui profite d'une première chose, c'est-à-dire l'analphabétisme des gens. Il faut bien, c'est ces gens très très souvent très peu alphabétisés. Et s'ils sont alphabétisés, ils sont très peu cultivés. Dans des situations où il y a de la pauvreté, donc on leur donne, on les finance en leur disant allez revendiquer ci ou ça dans votre propre État. Vous allez remarquer que les terroristes, il n'y a qu'en Afrique où ils revendiquent, ils font des revendications de type tribal.
Bah oui, c'est des types tribal. C'est un peu comme Boko Haram au nord du Cameroun. C'est un peu comme les Ambazoniens au Cameroun. Et vous retrouvez la même chose dans les trois frontières du Niger et, et tous les pays de l'AES. Ils vont se prétendre être, parce que la majorité sont Peuls, d'autres vont prétendre être des Arabes, ils viennent du Sahara occidental, et ils vont prétendre ne pas être de la même origine. La deuxième chose, c'est qui communique pour eux. Là, on est donc sur l'aspect géostratégique. Qui communique pour eux? Et ça, c'est un problème très, très important. Et il faut que les journalistes, qu'on sache, en tout cas, ceux qui traitent de l'actualité, aient une approche. Parce que moi, je pense qu'il faut très peu communiquer sur ces actes-là. Parce qu'ils veulent exister. Et c'est en massacrant qu'on parle d'eux. Si vous regardez, que ce soit, que la majorité d'entre eux, c'est toujours, vous allez entendre que, oui, en 2020, c'est tel chef, par exemple, Jeune Afrique qui a dit que Adanabo, Walid Al-Sahraoui et le groupe de soutien à l'islam se seraient même rencontrés. Jeune Afrique. Après, vous allez entendre que c'est le général Bruno Guibert, ancien commandant en chef de la force Barkhane, l'État islamique du Grand Sahara, qui soutient, qui donne des informations. C'est ça que vous entendez en permanence. Puis vous allez entendre que le secrétaire général de l'ONU a dit que qui communique pour eux, qui fait savoir leur existence. C'est pour ça qu'on soupçonne derrière tout ça les impérialistes. Ah bah oui, quand tu entends parler de ça, tu vas entendre, il y a plein de communiqués. En 2020, on vous explique que plusieurs membres du groupe, un lieutenant a fait défection. Et puis c'est très, très souvent des personnes qui sont à la fois, qui en fait, qui sont leur porte-parole. Le commandant en chef de Barkhane, le secrétaire général de l'ONU, Jeune Afrique a communiqué sur une éventuelle rencontre. Nous sommes donc en train de parler d'une réalité virtuelle que personne ne saisit. Mais elle existe parce elle utilise les médias. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Il faudrait plus communiquer sur ces gens-là et communiquer très très peu et mettre en œuvre les actions pour les réduire. Parce que plus on en parle, plus ils existent. Parce que si je vous dis maintenant quels sont quel est leur but, vous aurez du mal à me dire. On sera juste que c'est un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Les informations viennent de qui? Personne ne sait. Alors, c'est typiquement le mode opératoire des impérialistes. Et vous allez voir que c'est la même chose quand Boko Haram a commencé à sévir au nord du Cameroun. Quand ce n'est pas eux, c'est les organisations non gouvernementales qui vont dire qu'il y a eu des tueries à tel endroit. Et c'est les mêmes organisations non gouvernementales qui vont dire que, ben tiens, on a massacré quelqu'un, un terroriste. C'est-à-dire que vous êtes des forces armées régulières, vous avez en face de vous quelqu'un, vous tirez parce que vous avez pensé qu'il est terroriste. Les organisations non gouvernementales viennent vous dire qu'il est civil et que vous massacrez les civils. Nous, on a connu ça au Cameroun. Et ils ont fait ça au Niger. Et que celui qui l'a fait devient donc un dictateur. Voilà, là, il faut bien comprendre cet environnement-là, c'est un environnement flou. Alors, deuxième aspect, c'est le financement. Ils prennent l'argent où? Et j'avais dit ici, je ne sais pas si beaucoup de gens avaient compris ce que ça veut dire, à partir du moment, donnez-moi la possibilité de battre le dollar. Maintenant, je déstabilise le gouvernement américain. Si vous me donnez la possibilité de battre le dollar, d'imprimer le dollar, je prends des millions de dollars, je donne aux gens, je dis allez déstabiliser, faites poser des actes terroristes. Mais c'est ce qui se passe en zone CFA. Vous avez des gens qui sont capables d'imprimer votre monnaie. Ils sont donc capables de vous déstabiliser. Ils sont capables d'aller donner de l'argent dans nos frontières pour financer le terrorisme et ceci ne leur coûte rien.
Ça ne leur coûte rien, il faut bien comprendre ça. Parce qu'ils impriment le papier et vous le donnent. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons, les gens ne comprennent pas pourquoi on dit que la monnaie est un aspect de souveraineté. Il faut me donner la possibilité de battre le dollar. Maintenant, je finance le prochain chef d'État des États-Unis. Hein, et j'en fais un chef d'État. Je finance des groupes noirs pour leur demander de se désolidariser du gouvernement américain. Je peux financer le Ku Klux Klan pour demander de créer une suprématie blanche. Ben oui, parce que j'ai la possibilité d'imprimer le dollar et de le donner. Il faut bien comprendre que ces agents s'expriment ex nihilo. Ceux qui ne comprennent pas, ça s'exprime au départ de rien. C'est la monnaie au sens moderne. C'est pour ça que vous voyez ces groupes terroristes dans les zones francs CFA. Vous n'avez pas remarqué ça? Zoomez un peu en Afrique. Vous allez voir, il y a le maximum de groupes terroristes, c'est dans la zone franc CFA. Parce que, ben, même si le dollar n'est pas accepté là, donc les impérialistes soumis au dollar ne peuvent pas directement financer des actes terroristes dans nos pays. Parce que le dollar, il n'a pas cours légal. C'est très important. Et arrêter le terrorisme là, et arrêter sa communication. Désolé, on n'en communique pas, parce que sinon nous sommes leurs communicateurs. Nous parlons d'eux. Arrêtez de sortir de la zone CFA. Oui, les gens ne vont pas voir le rapport. Je vous dis que sortir de la zone CFA est une solution pour arrêter le terrorisme. Que ce soit dans le Sahel, que ce soit Boko Haram, qui sévit aussi à la frontière du Nigeria et du Cameroun. Je rappelle en passant qu'il y a des échanges financiers entre le Naira et le franc CFA. Parce qu'on peut convertir. Le CFA pas être converti au Nigeria parce qu'il y a beaucoup d'échanges commerciaux. Il y a la même frontière avec le Cameroun. Il faut comprendre ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, une partie du Cameroun avait été prise par l'Angleterre et collée au Nigeria. Et la France a rétrocédé une partie parce que, à propos de terrorisme, j'ai vu des horreurs sur les télévisions le week-end passé, où un monsieur vient nous expliquer qu'eux ne peuvent pas venir dialoguer parce qu'on les désigne comme terroristes. Et que du moment où on les désigne comme terroristes, ils ne peuvent plus venir dialoguer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où moi je prends des armes pour tuer, je vais demander le dialogue et je dirais je ne viens pas dialoguer si vous m'appelez terroriste. Je me donne le droit au terrorisme. Et quelqu'un sur un plateau de télévision, il le dit. Nous ne sommes pas venus dialoguer parce qu'on nous désigne comme terroristes. Ben, il y a des actes terroristes. Il y a des actes terroristes qui sont proposés. Il y a des gens qui doivent avoir le droit de tuer et sans être sanctionnés, sous prétexte qu'ils sont dans des revendications ethniques ou tribales ou religieuses. Tout le monde qui pose des actes terroristes, comme tout le monde qui tue, doit être sanctionné. Même si de temps en temps, on recherche, je ne sais pas si vous me recevez encore. Oui, on reçoit Henriette Tanga. Même si de temps en temps, on recherche des solutions pour ne pas en arriver à mettre tout le monde en prison. C'était juste une parenthèse. Nous y sommes. Et je pense qu'il faut essayer de sortir du terrorisme par ça. Donc, couper, ne pas être leur communicant, sortir du franc CFA et précipiter et demander aux populations d'être résilientes, comme M. Inassi disait tout à l'heure, ça ne va pas finir du jour au lendemain. Et ça sera de plus en plus présent. Parce que le terrorisme, il est là pour que l'impérialiste justifie sa présence militaire. Je recommence. Le terrorisme est là pour que l'impérialiste justifie sa présence militaire. Et ça, on s'y attendait. D'autant plus que ces pays ont enlevé les bases militaires impérialistes. Et l'impérialiste va dire, vous voyez, si on avait été là, il n'y aurait pas eu des attaques. Sauf qu'après avoir été là pendant 10 ans, ça ne s'est pas arrêté.
Je sors par là. Hmm. Merci à vous, Henriette Tangana. Vous avez dit que le terrorisme est là parce qu'il faut justifier la présence militaire impérialiste. Adama Inassé, le fait c'est que cette attaque terroriste, ces attaques terroristes se sont perpétrées à un moment inattendu, le temps de la prière. D'ailleurs, même on a eu à souligner du côté du Niger que ces terroristes n'ont aucune valeur religieuse pour penser même que des gens sont en train d'aller à la prière, au moins avoir quelque chose de pire en eux. Ça, c'est un fait qui est souligné. Mais bien plus, demain, c'est le 25 mars. C'est le jour, bien sûr, qui a été arrêté par les autorités nigériennes pour présenter, aller de façon officielle à la mise en pratique, à l'entrée en vigueur des résolutions et des conclusions issues des assises nationales qui sont tenues entre les 13, 14 et 15 février dernier. Le 10 mars, on se souvient qu'on avait remis copie du rapport, notamment de ces assises, au général de brigade Abdourahmane Etiani, qui est le président de transition, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Mais au moment où l'on s'y apprête, il y a eu ces attaques terroristes. Vous, justement, quand vous parliez d'une force ou des forces impérialistes qui seraient derrière justement ces attaques à travers peut-être certainement l'État islamique du Grand Sahel, quelle est la véritable profondeur? Est-ce qu'on voudrait casser la dynamique bien plus du Niger, qui est le dernier né des bébés du dernier né, voilà, des pays de l'AES, parce qu'il y a d'abord eu le Mali qui est passé au devant, le Burkina Faso qui a suivi, et les deux semblent, eux, avoir pris justement du pôle, et ils ont soutenu le Niger aujourd'hui, qui est en train de faire ses marques. Vous comprenez ça comment? Ils ont coupé avec lui. Adama? Voilà, Adama avec des problèmes de communication tellement de ce côté. Je vous relance sur la question Henriette Tangana, comme vous l'avez suivi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre au moment où le Niger s'apprête, ou est en train de s'apprêter à aller présenter, prendre acte de façon officielle et solennelle? Nous avions d'ailleurs évoqué la question avec vous aussi la semaine dernière de ces assises-là, la remise de façon officielle, l'entrée en vigueur des conclusions et des résolutions issues des assises nationales. Que doit-on comprendre véritablement? Quel est l'élément même qu'on recherche? Est-ce qu'on voudrait déstabiliser l'AES partant du Niger, ou est-ce qu'on voudrait déjà mettre à l'épreuve la force militaire de l'AES de 5 000 hommes qui avait commencé avec notamment quelques exercices sur le terrain? La deuxième mission, Kérédo 2, c'était bien en sortie au niveau de la frontière avec le Burkina Faso. Oui, en effet, c'est clair que l'impérialiste réagit. Il faut déstabiliser, il faut empêcher la formation de l'AES, ce qui va être très, très difficile euh, pour les impérialistes. Parce que la formation de l'AES remet en question beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai entendu beaucoup d'analystes français dire que monsieur le président Macron voulait relancer l'énergie nucléaire, et il y a des spécialistes comme monsieur Gave, je préfère citer, pour qu'on ne me prête pas ses propos, qui disaient, mais vous avez perdu le Niger, vous allez relancer votre énergie nucléaire avec quoi? Vous avez perdu les pays d'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une réalité néocoloniale, c'est-à-dire que la France et beaucoup d'Occidentaux ont du mal à analyser le problème euh, euh, hors des yeux néocoloniaux. Voilà. Et donc, je vais d'ailleurs chuter parce que Adama Inassé est revenu, c'est à lui qui revenait la question que vous m'avez posée. Je ne vais pas bouffer dans son temps de parole. Donc, c'est lui qui va continuer. Je vais aller très, très vite. Donc, j'étais en train d'expliquer que c'est logique qu'on essaie de déstabiliser cet endroit-là, ces trois pays qui sont aujourd'hui le noyau de la lutte contre l'impérialisme
la lutte contre la fin de l'impérialisme. Il y a aujourd'hui une réalité, c'est que les Africains, ce ne sont plus les Africains des années 60 qui étaient très très peu cultivés, qui avaient très très peu de connaissances et qu'on a manipulés, même si certains étaient déjà clairvoyants. Ceux qui ont été clairvoyants ont été tous assassinés sous nos yeux, nos pères. Les fondateurs de l'indépendance de l'Afrique en avaient ras-le-bol des colonisations. Là aussi, je parle de façon précise. Les luttes contre les colonisations ne sont pas les luttes contre... Si vous voulez, les luttes contre les colonisations ont commencé avant les luttes pour les indépendances. Les gens confondent souvent les deux. Pendant l'époque allemande, en 1800, à partir des accords de Berlin, les Africains ont commencé à lutter contre les colonisations, sans savoir où ils allaient. Nous sommes en 1880, nous sommes au 19e siècle. Alors qu'à partir de après la Deuxième Guerre mondiale, c'est à ce moment qu'il y a les luttes contre les indépendances. En l'occurrence, au Cameroun, les luttes pour les indépendances du Cameroun, c'était parce que le colon avait déjà promis l'indépendance. Les gens mélangent tout. Donc, quand on parle de lutte contre les colons, c'est une chose. Les luttes pour les indépendances, c'est une chose. On ne nous avait jamais mis sous tutelle, donc on n'était plus des colonies. C'est-à-dire qu'on nous met sous cette tutelle-là, c'est pour nous amener vers les indépendances. Et des groupes politiques se disent, vous avez promis l'indépendance, donnez-nous cette indépendance. On ne peut pas mélanger les choses. Donc, parce qu'il faut être précis, on parle devant des gens. Donc, voilà donc, quand les luttes pour les indépendants, quand on est indépendant, on nous met le terrorisme pour nous obliger à avoir des bases militaires en nous disant, vous n'avez pas d'armée pour vous défendre. Alors, on crée des tensions entre États africains, on crée des groupes terroristes, on crée des factions, des sécessionnistes. Vous vous souvenez, au Nigeria, et aujourd'hui nous avons ça au Cameroun. Les ambazoniens, quelqu'un se lève et il dit qu'un pays dont les frontières sont reconnues, lui, va former un pays au départ de ça. Et les gens nous disent d'aller dialoguer. Pour moi, je suis chef d'État au Cameroun, pour moi, les ambazoniens, je les condamne. Et la condamnation à la hauteur des crimes. Ce qu'ils font, ce sont des crimes. Et on ne se met pas sur une table de négociation avec les criminels. On les condamne conformément aux législations en vigueur. C'est la même chose au Niger, au Nigeria, au Burkina Faso. Ce sont des criminels. Je ne vois pas pourquoi on va aller dialoguer avec les mecs qui viennent de massacrer 44 civils se préparant pour la prière. Je sors par là. Merci.